Livre que vous avez sur l'écran qui s'appelle La Reconquête, et il va vous dire quelques mots sur cet ouvrage. Voilà. Il sera d'ailleurs dédicacé aussi au moment de la fin des débats. Voilà, merci. Merci de me céder gentiment un peu de temps de table de parole. Il est tellement à dire et tu l'as dit de façon tellement intéressante et convaincante en plus. Voilà, donc La Reconquête. Bon, je crois que peut-être je vais rester debout, non? Je n'ai pas de notes. Alors, premièrement, sur le titre, oui, il y a un parti qui a un nom un peu ressemblant. Hein. Comment? Rapprochez. Ah, d'accord. Mais en fait, mon livre a été édité avant que le parti que vous connaissez ait été baptisé lors du congrès de Villepinte, je crois, voilà, puisqu'il a été donc déposé au droit d'auteur en février 2020, quelques mois avant. Et alors le titre, chronique de l'invasion par les Sarrasins de la Provence puis du Dauphiné et de la Ligurie, et de la Savoie d'ailleurs également, et de la Suisse d'ailleurs, si je sois bien passant, et de leur libération à l'an 1000. Et je dirais pourquoi faire quelque chose sur l'an 1000, parce que vous verrez, il y a une actualité brûlante. Tout d'abord, la couverture est intéressante. Vous voyez là une carte arabe de la Méditerranée du Xe siècle, faite par un géographe arabe. Ça paraît assez sommaire, mais vous avez la Méditerranée avec les villes, donc vous avez Cordoue jusqu'à Chêne, Nice. Et là, vous avez des figures avec des noms arabes dessus. Ces trois ronds sont les Baléares. Et en revanche, le triangle en haut, eh bien, figurez-vous que c'est le Var, c'est le bas du Var, département du Var. Et tout ça, c'est baptisé, en fait, est reconnu comme étant, faisant partie de l'émirat, et même mieux que ça, du califat de Cordoue. Officiellement, était donc un territoire annexé par Cordoue. Voilà. Pourquoi vous ne voyez pas ni la Corse, ni la Sardaigne, ni la Sicile? Parce qu'en fait, ces autres îles, ces autres territoires appartenaient à l'émirat de Tunis, hein, voilà, Kérouan, puis pour être plus précis. Bon, on va un peu je vais vous dire sur cette actualité brûlante de l'an 1000, c'est-à-dire pourquoi parler de l'an 1000, pourquoi parler de l'invasion arabe du Grand Sud-Est, hein, et de la Suisse d'ailleurs. Voilà, on descend. Voilà, parce qu'il y a une actualité brûlante, c'est pour ça que j'ai eu envie de me plonger dans cette histoire méconnue, j'oserais même dire interdite. Hein, on n'a pas le droit de faire un doctorat là-dessus. Parce que si on dit que cette invasion est importante, on va se prendre xénophobe. C'est clairement dit par la faculté d'Aix. Hein. Les xénophobes donnent une grande importance à cette invasion. Parce que je dirais après, il ne s'agit pas de la première invasion par les Arabes, hein, à laquelle on a mis fin, bien sûr, le duc Oueffre de Toulouse, hein, et ensuite Charles Martel, vous connaissez, avec la bataille de Tours qui s'est achevée à Poitiers. C'est pas, et puis bien sûr Pépin le Bref qui a libéré Narbonne, en gros, je schématise. Hein. Il s'agit d'une invasion qui est arrivée beaucoup plus tardivement, plus d'un siècle après, 120 ou 150 ans après. Et je vous dirai pourquoi elle a eu lieu et pourquoi elle a duré 80 ans. Alors voilà, l'actualité brûlante, ben, il y a le djihad hein, qui est chez nous, des débarquements clandestins sur les plages de la Méditerranée, on connaît notamment une barque qui donc arrive comme ça, s'échoue à Saint-Tropez. La création d'un Al-Qaïda, Al-Qaïda en fait en arabe ça veut dire une base militaire du Fractinet dans le Var. C'était pas la gare de Fresnay, Saint-Tropez jusqu'à Roquebrune, en gros entre hier et Fréjus. 2 jours ou 3 jours de marche selon les géographes. Et ça c'était que l'Al-Qaïda. C'était la base avec le port protégé et la citadelle inexpugnable de la gare de Fresnay qui faisait que de là, ils pouvaient faire des raids. Voilà. Et on arrive donc à des territoires en sécession, ça rappelle quelque chose, ça, sous contrôle du califat de Cordoue. Mais tout ça a été rendu possible, on verra, parce qu'il y avait déjà eu un traité à Maastricht, en 1879, plus précisément à Mersenne, qui est un quartier, un lieu-dit de Maastricht. C'est assez curieux quand même, hein, la prolifération des loups, pour arriver à un ensauvagement de la Provence. Alors ensauvager, ce n'est pas un mot créé par la fachosphère actuelle. Hein. Ensauvagement, c'est un mot qui a été dit par Ingmar, un chroniqueur de l'époque, qui était l'évêque de Reims. Hein. De Reims, je crois, oui, ou de Metz, bref.
Il y avait également de graves dérèglements climatiques, des sécheresses, des épidémies venues d'Asie. Et la peur de l'effondrement, tout ça sur fond de culpabilité, entretenue par l'Église d'ailleurs, d'alors, en disant si vous avez tous ces maux, et même les Sarrasins, c'est parce que vous avez péché, quoi. Voilà. Et puis, il y a beaucoup plus grave, le remplacement du peuple provençal par une immigration de peuplement. La première peut-être immigration arabe de peuplement qui venait de l'Al-Andalus. Ils allaient dans l'Al-Andalus, c'est-à-dire dans les terres du califat de Cordoue, puis après ils venaient en Provence, c'était voulu. Voilà. Et puis tout ça a été possible parce que, en fait, par le traité de Maastricht, la Provence était dans la partie orientale, si vous voulez, de l'Europe. On appelait ça une espèce de conglomérat européen. La France s'arrêtait, la France que nous connaissons. Certains disent que la France n'a pas été créée par le baptême de Clovis, mais par le premier traité de Verdun, où il y a la Francie occidentale. Mais là, vous savez, il y avait la Lotharingie. Ce traité de Maastricht, en fait, supprime la partie centrale et maintient simplement la France, la Francie occidentale, puis le reste, c'était une sorte d'Europe qui ressemblait assez à celle de maintenant, puisque c'est un conglomérat, Italie, Germanie, Pays-Bas, Bourgogne, Provence, Lorraine, qui deviendra, qui s'appellera un peu plus tard le Saint-Empire romain germanique. Attends une seconde. Le micro pas aussi près parce que ça vibre beaucoup. Ah d'accord, seconde de la bonne distance. Voilà. Une petite seconde, c'est pour le On va faire un peu monter doucement, comme ça vous avez le texte, c'est plus facile à suivre peut-être. Oui, et moi ça me limite, vous voyez. Ah oui, alors quand même, cerise sur le gâteau, à l'époque il existait une incroyable nostalgie de Charles le Grand. Il existe maintenant une nostalgie du grand Charles. Et puis on trouve, alors après, mais ça c'est quand la Provence a été libérée, puisqu'on verra le message d'espoir, c'est que quand tout était perdu, il y a un sursaut moral et on a réussi à libérer la Provence. D'ailleurs, ça a commencé par le Dauphiné. On parlait alors des 30 années de l'âge d'or de la Provence. On a parlé des 30 glorieuses. C'est assez stupéfiant. Je n'ai rien inventé. Tout ce que je dis, je l'ai trouvé en lisant tout ce qui a été écrit sur le sujet, en français et en italien notamment. Voilà, nous sommes bien 1000 ans en arrière, au Xe siècle, dans une Provence rattachée par le traité de Mersenne-Maastricht à l'Empire d'Europe occidentale, en 869. Empire dont le siège était en Germanie, qui liait les nations, et avait la prétention de tout gouverner, mais qui ne protégeait pas les frontières. On a quand même quelques ressemblances. Alors cette histoire, dont les historiens anciens appelaient l'histoire des années de fer, est une histoire méconnue, et je dirais même interdite, elle est minimisée. Et effectivement, du moment qu'on y accorde son importance, vous voyez que c'est important, on est taxé d'avance d'historien xénophobe. Voilà, donc je rappelle, c'est arrivé donc 150 ans après la première invasion, arrêtée par et ça recouvrait la PACA, Dauphiné, Savoie. Tout ça, des opérations. Et attention, ce qu'ils avaient fait aussi, c'est qu'ils, pour montrer que c'est calculé, c'était de la stratégie, ils avaient occupé absolument tous les cols alpins. Il y avait le col du Tendre au sud, jusqu'au Grand Saint-Bernard dans le nord. Et puis, alors, il y a eu une résistance quand même très forte, mais les villes qui étaient fortifiées, comme Toulon et Fréjus, ont fini par quand même céder. Et pendant 80 ans, presque un siècle, nos ancêtres, enfants, femmes, hommes, ont vécu ce que vivaient les personnes qui étaient sous le joug du califat islamiste, Daesh, comme on dit. Voilà. N'allons pas trop vite, on rappelle bien que ça a été rendu possible par ce traité. Pourquoi ? Ce traité est basé en fait sur une infamie qui supprime la Lotharingie, puisque donc Clotaire II, je crois que c'est Clotaire II, est décédé, et normalement c'est son fils Louis qui aurait dû hériter de la Lotharingie. Mais on a profité, ces deux oncles ont profité qu'il était en Italie en train de guerroyer contre les Sarrasins, victorieusement d'ailleurs, à la demande du pape, contre l'émirat de Bari. Il a d'ailleurs conquis et détruit l'émirat de Bari, qui menaçait toute l'Adriatique, donc c'était stratégique. Ils ont profité de son absence pour s'emparer du trône de son père. Lui, il aurait défendu le pays, puisque c'était
disons, un combattant, notamment un combattant des Sarrasins, et il aurait été à tête de la Provence. Oui, et voilà. Je l'ai peut-être déjà dit, hein, il y a eu cette grande inertie d'Othon pendant 80 ans, assez inexplicable, puisque je vous dis, l'invasion se développait, ça ne touchait presque la Germanie, puisque c'était les chocolats de Constance, pour venir. Hein. Je vous raconte pas une petite histoire locale. Voilà, je l'ai peut-être déjà dit, Liutprand, l'évêque de Crémone, ambassadeur d'Othon, disait que cette inaction était aussi intéressée. On peut descendre, on peut remonter plutôt, montons. Oui, alors il y a toujours des BA naïfs, là, notamment des archéologues qui ont recherché des traces de métissage culturel. On n'a pas trouvé une pierre sur une autre qui montrait, pas plus en Narbonne d'ailleurs, qu'il y a eu des constructions civiles et des... Voilà, c'était une longue suite de razzia, et surtout, il n'y avait plus de richesse à payer. En fait, la richesse, c'était les hommes et les femmes qui étaient enlevés et vendus hein, sur les marchés de Cordoue. Voilà. Et alors, plus grave, ce que je dis, c'est que se focalisant sur les détails, il y avait une stratégie là derrière. Hein, c'était de créer un gros no man's land qui aurait permis, certainement plus tard, d'envahir, rentrer dans l'Europe. Hein. Voilà. Ce que je rappelle quand même la note de l'histoire, c'est que le début, bien sûr qu'il y a eu une résistance. Hein, tous les préjugés sont tombés au bout de, je ne sais pas combien, peut-être 20 ans d'attaque, mais il y avait une région qui a toujours résisté, c'est les hauts pays, vous voyez, dans les pays dans lesquels il y a eu la résistance des gros maquis pendant la guerre, ça allait donc à l'ouest à partir d'Apt, Fort-Calquier, ceux qui connaissent la Provence, en allant jusqu'à Castellane, je ne sais pas si vous voyez, au niveau des gorges du Verdon, jusqu'à Sospel. Là, il y a un pays niçois, et là, il y avait, voilà, je vais aller plus vite. Ce qui a déclenché, il y a eu un réarmement moral progressif, qui fait qu'à un moment donné, d'ailleurs, dès 1965, il y a l'évêque de Grenoble, il n'a pas de rue à son nom, hein, il n'en a pas eu maintenant, qui a libéré Grenoble avec une armée qu'il a montée. Si vous voulez, le grand tournant, c'est en 1972 la capture de l'abbé Mayol de Cluny. C'était la 4e abbé de Cluny, je ne sais pas si vous connaissez l'abbé de Cluny, on connaît. Et là, il s'est déclenché une sorte de préfiguration des croisades, avec des moines soldats, hein, voilà, et le comte Guillaume de Provence dit le libérateur. Alors, ça ressemble énormément à ce qui s'est passé pendant la guerre. Mais voilà, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'il y a eu des victoires victorieuses et décisives comme à Tourtour, que tout le monde, peu de gens connaissent, rien n'est fêté, il n'y a pas de stèle qui signale ça, voilà ce que je vais vous dire par là. Hein. Et puis la libération de la Provence et de l'ensemble de ces régions. Et je conclus quand même pour dire que le djihad n'a pas arrêté. Il y a eu des débarquements à peu près tous les 20-30 ans, qui étaient refoulés parce qu'on a construit des châteaux forts, il y avait les Templiers notamment, et qu'il a fallu attendre la prise d'Alger en 1830 pour que cesse le trafic d'esclaves européens en Méditerranée. Voilà, excusez-moi, je vais peut-être été trop long. Hein, excusez-moi, je vais être engagé trop court. Bref. Très bien. Question, s'il vous plaît. Voilà. C'était très bien, Monsieur Poiroux. On peut l'applaudir pour la reconquête que vous allez. D'ailleurs, vous pourrez échanger. Vous pourrez échanger avec Richard Poiroux sur les dédicaces tout à l'heure, autour d'un verre. Vous pourrez lui poser toutes les questions complémentaires. Il n'y a pas de questions là.